à votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils, même si je n'ai pas la même voix que d'habitude. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va se concentrer sur mon invitée. C'est elle qu'on veut entendre, Lynn Lampron, propriétaire du studio Le Yoga du Coin à Longueuil. Lynn Lampron, bonjour et bienvenue dans le studio. Je suis contente qu'on puisse se jaser. On se connaît un petit peu, donc tu me permets de te tutoyer pour l'entrevue. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et comme je te connais un petit peu, j'avais envie que tu viennes nous jaser de ton expérience à toi, parce que je sais que non seulement tu enseignes le yoga, mais ça fait partie de ta vie, mais en plus, il y a des petites facettes que tu vas pouvoir venir nous ajouter aujourd'hui. Oui. Pour commencer, je pense que le plus intéressant pour tout le monde, c'est de savoir un peu ton parcours, d'où tu viens, puis le yoga est venu comment dans ta vie? Qu'est-ce qui m'a amenée là? Ben oui. J'ai un parcours de jeune gymnaste, patineuse artistique, donc j'ai un peu scrappé mon corps. Et allé rough en partant. Performance, compétition, surentraînement, souplesse, tout ça. Donc, vers 15 ans, j'ai eu des opérations dans les genoux, puis ça a été un peu début de la fin de la vie un peu sportive pour moi. Puis, ça a été difficile? Plus tard, on dirait que là, j'étais comme, je le prenais bien. Oui, ça a été difficile, mais je me suis mis à jouer au basketball. J'étais capable de faire quelques autres sports quand même, mais le volet plus sport tout seul était terminé. Puis, j'ai suivi ma vie de jeune adulte. Je suis devenue réalisatrice. J'ai bâti ma carrière. Puis, je voyais pas le temps passer. Donc, à un moment donné, mon corps m'a parlé, problème de dos. Je passais des fois des journées complètes couchées dans mon lit pour pas aller travailler parce que le dos, les genoux, c'était problématique. Puis, tout à coup, je suis tombée sur une annonce d'un cours de yoga, puis je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allée essayer ça un peu sans attendre, puis je me suis rendu compte que c'était je l'ai découvert comme une discipline sportive au début. On parle de yoga. On parle de l'athlète en toi qui était quand même encore là, tu sais. Mais c'était une discipline qui me permettait de bouger sans me faire mal, premièrement. Puis après ça, avec les années, tout ça, j'ai découvert tout le volet non-performance, respecter ses limites, rester toujours au seuil de la douleur, à place d'aller dans la douleur puis de vouloir faire quelque chose. Puis il n'y avait pas de faire, c'était juste comme être là, ressentir, puis avoir du fun, tu sais, être bien dans cette pratique-là. Donc, il n'y avait pas de finalité dans la posture, Et je suis tombée dans la potion magique. Je suis dans ça, oui, on tombe dans la potion magique, comme Obélix, là. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, je bâtissais mes horaires de travail parce qu'en tant que réalisatrice, on travaille beaucoup de la maison, puis tout ça. Puis je bâtissais mes horaires de travail au travers de mes cours de yoga, mes retraites, Puis, j'ai décidé de prendre une année sabbatique puis de me former, de faire ma formation de prof. Puis, je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas du tout... J'ai toujours été derrière les caméras, fait que je ne me voyais pas devant une classe. Puis, ma prof m'a comme un peu poussée à enseigner. Puis, avant la fin de ma formation, je faisais des remplacements. Puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette notion-là de transmettre, puis de voir les gens évoluer, de voir les gens faire « Ah oui, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Puis évidemment, la méditation est venue. J'ai enseigné, c'est là qu'on s'est vu un peu. J'ai beaucoup enseigné aux enfants, ce que je fais encore. J'enseigne le yoga, la méditation aux enfants. Mais à travers tout ça, il y a l'Ayurveda qui est venu vraiment prendre une place aussi, vraiment de premier plan parce que, premièrement, le yoga vient de l'Ayurveda. Donc, Puis parle-nous-en de l'Ayurveda parce que moi, c'est quelque chose que je connais à peine. Puis que je commence à toucher, je commence à regarder. En fait, j'ai une petite formation que j'ai prise. Oui, de base, qui est toujours sur mon ordinateur et que je n'ai pas encore ouverte. Mais quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait « Non, ça va peut-être me donner le goût de me lancer. » Mais parle-nous de ça, parce que c'est très lié, en fait. Ça a beaucoup de sens. Le yoga vient de l'Ayurveda. L'Ayurveda est une science, c'est la médecine, la science médicale ancestrale qui est indienne.
qui est disparu avec les années, puis qui reprend un peu ses lettres de noblesse. Ça a été un peu considéré un peu comme presque du chamanisme pendant des années. Quand l'Angleterre a envahi l'Inde, les médecins ayurvédiques sont disparus, puis sont allés en Asie, donc d'où est née l'acupuncture, toute la médecine chinoise, puis tous les arts martiaux. Ça vient un petit peu de toute cette tradition-là qui s'est transformée et transportée. Qui a repris tellement beaucoup de place depuis qu'on se tourne vers autre chose. Vers autre chose, oui. Donc, le yoga fait partie d'une de ces façons-là de reconnaître ce que je suis dans l'environnement dans lequel je suis. Donc, un bébé fait ça par instinct. Les enfants, les jeunes enfants, les animaux font ça. Quelque chose de très simple, quand il fait froid, on se met une tuque, on s'habille. Mais il y a des choses qu'on oublie avec l'environnement, avec ce qui est là, qu'on a besoin d'ajuster pour rester toujours enligné sur notre nature profonde. J'ai pas la même nature profonde que toi. Je suis née avec un schéma, avec des éléments qui sont plus proéminents d'un ou de l'autre. Puis c'est la même chose pour toi, mais on a toute une nature profonde très, très différente. Donc, on n'a pas tous besoin de la même affaire. Ce qu'on a oublié avec le temps, souvent on fait, bien, ça prend ça, on a besoin de manger tant d'affaires, tant de ci, tant de ça. Oui, la même charte pour tout le monde, la même façon de faire. L'Ayurveda nous montre tout à fait le contraire. C'est que avec notre constitution, on a besoin de choses qui sont pour nous, puis la personne à côté de nous a besoin de peut-être complètement autre chose. Donc, c'est de comprendre un peu toute cette façon-là dont on est en lien avec la nature puis avec ce qui nous entoure. Donc, il y a une étude, évidemment, de notre nature profonde, notre prakriti qu'on appelle, à travers 3 doshas. Ça, c'est vraiment la base un peu de compréhension. Les doshas, c'est des qualités, des constitutions qu'on retrouve en nous qui sont représentées par des éléments, donc Pitta, le feu et l'eau, mais souvent plus le feu. Kapha, la terre et l'eau, donc la boîte, là, souvent représentée comme ça, mais qui n'est pas juste de la boîte, qui est un dosha, c'est la structure, c'est notre solidité. Le feu, c'est la transformation, donc la transformation des aliments, la transformation de nos idées, la façon dont on s'exprime, c'est Pitta qui gère ça. Et Vata, le mouvement, donc l'air et l'éther. Le mouvement, donc s'il n'y avait pas de mouvement présentement, je ne pourrais pas parler. Tout le mouvement de la digestion, le mouvement des fluides dans le corps, mais aussi dans les saisons, le vent, la neige, la pluie, tout ça, c'est des éléments qui nous... L'automne est une saison qu'on considère Vata. plus Vata. Exactement, l'hiver plus... la fin de l'hiver jusqu'à ce que ce soit encore... quand c'est très froid, on est encore dans Vata. Quand les premiers redoux arrivent, c'est Kapha, le printemps, Kapha. Et évidemment, l'été, avec la lumière, le soleil, on est plus dans Pitta. Puis comment est-ce qu'on amène ça dans une pratique de yoga? Comment ça peut teinter tes pratiques de yoga? Comment ça peut teinter tes cours? Bien, c'est tous des cycles. Quand on parle des saisons, évidemment, l'automne, présentement, ou je ne sais pas quand est-ce que vous allez tout écouter ça, mais... Peu importe la saison. Exactement. Mais l'automne qui est représenté par l'air, le vent, l'air, l'éther, tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose de léger, d'un peu éparpillé, de très mouvementé. Donc, on a besoin d'une pratique beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, donc plus de posture debout. Il y a beaucoup de rigidité aussi dans Vata, donc on va amener beaucoup de rondeur, on roule au sol, on vient vraiment là, délier, enlever la rigidité, respirer. Puis on a besoin de ralentir. Il y a beaucoup de vitesse dans Vata. Quand on parle de Kapha, la structure, bien, c'est souvent un état où on est un peu plus stable, un peu plus engorgé, digestion plus lente. Donc là, on va peut-être plus s'activer, aller plus dans les extensions de la colonne, les ouvertures du cœur, quelque chose d'un petit peu plus réchauffant. Pitta, bien, on va aller, c'est très, très intense, Pitta, le feu, la chaleur, donc on n'a pas besoin. On va calmer. On calme, on se dépose, on s'amène près du sol.
Donc, dans la pratique, il y a tout ça, mais c'est pas juste par les saisons aussi. Je peux être dans une saison Vata puis me sentir complètement Kapha ou complètement Pitta. Donc, c'est d'écouter ce qui est là. Donc, à chaque début de pratique, ce moment-là pour se déposer, ralentir, écouter, ressentir, nous amène tout de suite à l'Ayurveda, mais on y pense pas nécessairement, mais qu'est-ce qui est là? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de venir supporter aujourd'hui pendant ma pratique? Donc, d'être à l'écoute aussi il pleut, c'est maussade, il fait soleil, il y a une énergie complètement hallucinante dehors. Bien là, j'ai peut-être besoin de calmer un peu. La journée qu'on a passée. Puis, il y a en plus des cycles des saisons, il y a les cycles de la journée. Midi, c'est Pitta, c'est le zénith du soleil. À l'intérieur des cycles, à l'intérieur des cycles. Exactement. Le cycle menstruel parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une façon de décortiquer le cycle menstruel où on voit toutes les doshas. Donc, des fois, c'est de mettre tous ensemble. Puis, évidemment, ce n'est pas un dosha à la fois. On est avec les 3 doshas avec des intensités différentes. Donc, c'est pas vrai que moi, je suis Pitta, puis toi, t'es Vata. Pour toujours, tu sais, puis ça ne changera jamais. Puis si t'as pas de Kapha, t'as pas de structure, donc t'en as du Kapha. On a tous les 5 éléments en nous, mais c'est sûr qu'il y en a un qui se révèle plus que l'autre. Ça veut dire que dans une période de notre vie, on peut être un peu plus Vata que oui, Pitta, même mais dans le cycle de la vie, on est plus Kapha. Vers 25 à 55, on devient plus Pitta, on se transforme, on devient plus actif. Puis, vers la vieillesse, 55 ans et plus, bien, on devient plus léger, on se rapproche plus de la mort, évidemment, de quitter ce corps-là. Donc, ça devient plus éthérique, plus aérien, donc on est plus Vata. Donc, évidemment, dans ces périodes-là de la vie aussi, il y a les 3 âges de la pratique du yoga aussi sont là. Au début, quand on commence à pratiquer, on a besoin de se délier, de s'ouvrir, de faire plein de choses. Quand on fait du sport, plus jeune aussi, c'est ça. Après ça, bien, le feu augmente, on a besoin de se calmer, de ralentir, d'adoucir un peu la pratique. Puis de plus en plus, quand on voit des gens qui évoluent dans le yoga, bien, de plus en plus, il y a moins de posture, il y a plus de méditation, plus de respiration. Donc, le 3e âge du yoga, l'âge plus Vata. Et puis, tu vois, au niveau de l'enseignement aussi, ça veut dire que c'est même... Parce que j'ai remarqué qu'en commençant, c'était tout le temps... Hey, là, c'était... Ah oui, on veut en donner. On veut... Performance. Oui, effectivement. Ouais. Puis là, tranquillement, pas vite, on pourrait avoir une belle pratique d'os aujourd'hui, puis ce serait correct. T'sais. Et ça fait tellement bien. Oui, puis je me rends compte, j'ai une amie qui enseigne depuis beaucoup plus longtemps que moi, puis elle a dit non, mais garde-les ces cours-là, parce que moi, je vais aller plus vers la méditation, tu sais. On se marche pas ses pieds, mais je regarde, tu sais, j'écoute ce que tu me dis, puis ça fait du sens, là, effectivement, avec le chemin qu'on suit aussi dans l'enseignement. C'est intéressant en tant que professeur, justement, de voir les doshas, pas les doshas, mais l'âge des gens qui arrivent devant nous, la température dehors. Tout le monde arrive avec un certain, tu sais, une ambiance. C'est bien rare que tout le monde est très différent. Oui, il y en a qui vont se démarquer, mais il y a quelque chose qui est là, puis qui parle, puis qui demande d'être écouté. Donc, oui, l'Ayurveda, c'est très complexe, ça s'étudie, puis au début, là, c'est comme... Mais plus on le fait puis qu'on le ressent, c'est là. Puis on se rend compte que, je le faisais un peu avant, mais il n'y avait pas la compréhension. Mm-hmm. Il y a toujours aussi cette notion-là de connaissance et intuition. Donc, l'intuition nous parle, mais des fois, on n'a juste pas la connaissance pour faire ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'un peu l'étude de l'Ayurveda m'a amené dans ma pratique. Ça amène des structures, de la solidité pour dire oui, j'ai besoin de ça. Puis quand un élève me dit pourquoi on fait ça, j'ai des réponses. Mais reste que c'est quand même d'écouter ce qui est là puis ce qu'on a vraiment besoin. Tu parlais tantôt de la performance parce que étant athlète, c'était super important. Puis que le yoga t'a appris justement à pouvoir faire quelque chose de physique sans aller dans ce créneau-là. Est-ce que tu trouves que tu dois quand même toujours le rappeler ou est-ce que les gens ont tendance à... C'est ça, je suis curieuse de savoir. Parce que moi, je trouve que 5 fois par cours. Oui, c'est ça. Oui. La performance est très, très présente dans l'idée des gens, même sur leur tapis de yoga. Là. Oui, parce que tout le monde est aligné, un tapis à côté de l'autre, puis il y en a toujours une qui lève la jambe plus haute que l'autre, puis là, puis
on a beaucoup cette... Tu sais, quand on est jeune puis qu'on fait du sport, on veut montrer à notre entraîneur qu'on est capable. Puis là, quand, tu sais... Puis moi, je me suis vue faire ça dans mes premières années de pratique. Tu sais, des fois, là, c'est intense, des push-ups en pont, tu sais. Puis là, mon professeur se retournait de bord, puis j'attendais. Puis là, quand elle revenait, je montrais que j'étais capable. Donc, on est tout le temps là-dedans, c'est sûr, mais d'en être conscient puis de l'accueillir, c'est déjà une belle façon d'avoir une bienveillance envers soi-même. Mais oui, dans les salles, le monde font beaucoup ça, donc il faut le rappeler. Puis même souvent, tu sais, des fois, j'en vois une là, qui pousse, puis tu sais, juste sur le dos, bassin soulevé, puis je dis, soulevez juste un peu le bassin, puis là, foum, ça monte, puis là, les deux sont serrés. Puis souvent, je parle, là, si vos deux sont serrés, vous ne pouvez plus respirer, je sais pas, vous n'êtes pas à bonne place. C'est tellement drôle parce que je fais la même chose. Ouais. Êtes-vous capable de sourire présentement? Oui, non? Pouvez-vous respirer? Moi, combien de fois je dis, est-ce que vous pouvez respirer présentement? Puis là, les gens se mettent à rire, tu sais. Mais il faut l'installer dans notre pratique, puis en tant qu'enseignant. Puis c'est correct que ce ne soit pas tout le temps ça. Le yoga prend de plus en plus de place et il passe un peu par ce volet-là de sport. Puis tant mieux, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en font. Moi, j'ai commencé comme ça, puis de plus en plus, ça a fait « Ah, OK, ouais. » Donc, puis la méditation, j'ai pas médité la première fois que j'ai fait du yoga. J'ai bien après, puis je me souviens de ma première retraite, j'étais allée faire du yoga, puis ma prof m'avait dit « Pourquoi tu... » Bien, pour approfondir ma pratique. C'est quoi approfondir ta pratique? Bien, comme aller plus loin dans des postures, puis je la vois maintenant, tu sais, se dire « Oui. » Quoi d'autre? Puis, oui, quoi d'autre? Mais au bout de la semaine, j'ai compris plein de choses déjà. Mais puis, elle nous avait dit, le matin, on se lève à 7 heures, puis on médite de 7h30 à 8. Hey, j'étais comme une demi-heure. Je voulais m'enfuir. Puis, tout à coup, cette pratique-là, après 3 jours, tu sais, prendre le temps, se déposer, puis laisser l'écoute faire son chemin. Mais là, tout à coup, j'ai vu toute l'amplitude puis les couches de vérité qu'il peut y avoir dans la méditation, tu sais. Et dans toute cette écoute-là de la nature, de ce qui nous entoure, tout ça. Donc, ça se fait pas tout de suite, mais ça vient tranquillement. Puis, quel type d'atelier vous proposez au studio? Au studio? Par rapport à l'Ayurveda, oui. Bien, beaucoup. Il y a toujours de l'Ayurveda dans nos ateliers. Ça s'appelle souvent Yoga, Ayurveda et quelque chose. On parle beaucoup. Dernièrement, on a fait un bel atelier sur le sommeil. J'en donne un en janvier sur l'équilibre. L'équilibre qu'on peut avoir justement. J'aime beaucoup l'équilibre entre le repos et l'action. Pour avoir une action reposée, être comme éveillé dans notre action et avoir un repos actif dans le sens que le corps se régénère. Être pas juste dans un repos où je crash puis je fais juste essayer de charger les batteries. Mais donc, cet équilibre-là. On donne des ateliers sur la digestion. Puis souvent aussi, juste la compréhension. On donne des petites journées de retraite, initiation à l'Ayurveda. Parce que là, j'en ai parlé en 10 minutes puis j'ai absolument rien dit dans le fond parce que c'est très, très, très vaste, très, très... c'est vaste et pointu en même temps. Donc, on donne beaucoup d'initiations, des journées complètes pour comprendre vraiment les constitutions, comprendre comment on peut le mettre dans notre vie de tous les jours, pas juste dans notre pratique de yoga. Évidemment, on commence par comprendre la pratique de yoga parce que ce qui se passe sur le tapis se transmet à l'extérieur du tapis. Mais il y a beaucoup d'initiation, de compréhension. Sur le site web, on explique plein d'événements. Leyogaducoin.ca. Super. Très, très, très facile de voir. Puis ça bouge. Là, on a une programmation qui est là, mais à chaque saison, on ajoute des choses. Parce qu'on continue. Moi et Mélodie, ma collègue, on est toutes les deux formées, mais on continue toujours de se former, de prendre des ateliers. On se forme en privé aussi avec Julie Corbeil, qui est notre mentor. Okay. Donc, ça s'ajoute, ça bouge. C'est toujours en évolution. Ah, merci beaucoup, Lynne. Plaisir. Pour ta belle participation. Merci pour toutes ces infos-là.
c'est un plaisir. Je vais utiliser ces trucs tout de suite après pour ma gorge. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, je vais vous donner le site web à aller vérifier, regarder tout ça. Ça peut vous intéresser. Il y a autre chose qui peut vous intéresser. Petite formation en ligne, 6 petites séquences de yoga à la rescousse de vos petits bobos que je vous donne et que vous pouvez faire dans le confort de votre salon, dépendamment de ce que vous avez besoin. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga, toujours heureuse de vous retrouver. Namasté!